Donc je vais vous demander de vous présenter, me dire quand est-ce que vous êtes né, où vous êtes né, et si vous voulez bien commencer à raconter votre enfance. Bon, je m'appelle Raoul Zviaznik, je suis né à Paris le 7 mars 1925, Paris 12e. Bon, j'ai eu une enfance tout à fait normale, on dirait j'avais des études presque tout à fait normales, j'étais à l'école primaire, j'ai réussi, le seul diplôme que j'ai réussi d'avoir c'est le certificat d'études, sans mention. C'est mon seul diplôme universitaire. Et les années ont passé, comme pour tout le monde, très tranquillement, dans une famille pas très aisée, mais heureuse. J'ai une enfance heureuse. Nous étions dans un quartier populaire, nous habitions Belleville à l'époque. Mon père était bijoutier, artisan. J'avais une enfance heureuse. Et est arrivé les événements. Bon, je vous passe parce que j'ai rien d'autre à raconter sur mon enfance. Si, moi j'ai quelques questions sur votre enfance, Oui, je si vous en vous voulez. prie. Bien, donc d'où étaient-vous originaire, votre famille? Mes parents sont d'origine de Pologne. Ils étaient arrivés en France En 1919, donc après la Première Guerre mondiale. après la Première Guerre mondiale. Et est-ce que vous savez pourquoi ils étaient venus en France? Oui. Ils fuyaient le régime qui était, je dirais, militaire. Surtout, puis à l'époque, ils avaient se battre contre la Russie soviétique. Et ça, c'était des gens de gauche. En Pologne, des gens de militants de gauche. Ils ne voulaient pas aller se battre contre la Russie soviétique. Bon, c'est un autre problème encore, là. C'était des purs. Et surtout, alors ils ont fui, ils sont arrivés en France. Et mes parents se sont connus en France. Ils ne se sont pas connus en Donc Pologne. ils sont venus séparément? Ils sont venus séparément, tous les deux. D'accord. Et vos parents parlaient quelle langue? Parlaient polonais? Je sais pas comment. Quelle langue parlaient vos parents? Et ils parlaient le yiddish, surtout. Et après, ils parlaient surtout polonais quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Moi, je ne comprends pas. Mais entre le yiddish, et d'ailleurs, le yiddish, pour moi, est ma langue maternelle. J'ai parlé le yiddish avant de parler français, tout en étant né à Paris. J'étais dans un quartier à Belleville. C'était un petit ghetto, si vous préférez, où il y avait pratiquement juifs et arabes. Qui d'ailleurs nous entendions très bien avec eux. Il n'y avait aucun problème. Les problèmes sont venus après la guerre, je parle. Mais là, à l'époque, il n'y avait aucun problème. Nous vivions avec eux tout à fait normalement, dans des conditions excellentes. Est-ce que vos parents vous ont donné une éducation religieuse? Non. Mes parents, eux, avaient été élevés religieusement, mais ils ne m'ont pas donné d'éducation religieuse. Et vous aviez des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est toujours du monde, qui a 2 ans de plus que moi, qui a 82 ans, parce que j'en ai 80. D'accord. Donc vous avez vécu une enfance heureuse, vos parents étaient bien intégrés dans le quartier? Tout à fait bien intégrés dans le quartier, et pas seulement dans le quartier, ils étaient intégrés en France, dans l'État français, dans la vie française, dans la culture française, dans la nourriture française. Ils étaient intégrés à 100%. Ils voulaient être intégrés. D'ailleurs, mes parents sont devenus français je crois, en 1929, tous les deux. Et mon père en a tiré une grande fierté d'avoir la nationalité française. Et il l'a prouvé par la suite. Donc jusqu'à le début de la guerre, vous n'avez pas souvenir de la montée de l'antisémitisme? Si, j'ai souvenir. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Je me souviens de 1934 surtout, qui à l'époque a monté les grands événements de 1934. Si, je m'en souviens. Et surtout à partir de 1936, l'arrivée de Léon Blum à Paris, qui avait créé un antisémitisme énorme. Un juif qui était devenu président du Conseil. À l'époque, c'était l'équivalent d'un président de la République aujourd'hui. Le Premier ministre, aujourd'hui, a relativement peu de pouvoir. Tant qu'à l'époque, le président du Conseil, c'est lui qui dirigeait la France. Et c'était dirigé par un juif. Alors il y en a beaucoup qui n'appréciaient pas. Et ça a créé de l'antisémitisme. Vous rappelez d'avoir entendu des... Ah, même à l'école. Vos parents vous en parlaient à l'école? Ah aussi? oui. Mes parents étaient politisés quand même. Mon père était politisé. Il ne militait pas, il n'était aucun parti, mais il était politisé. Il lisait des journaux de gauche? Il lisait de gauche, oui, des journaux français, des journaux yiddish aussi, mais surtout des journaux français aussi. D'accord.
Donc avant le 1939, est-ce qu'ils avaient conscience de la montée d'un danger, d'un péril, absolument. des événements Nous savions, parce que nous recevions, ça j'en ai souvenance, nous recevions à l'époque des émigrés allemands, des juifs allemands qui y venaient. D'ailleurs, il y en avait dans notre rue, dans notre petit quartier où j'étais, ils ont reçu de la famille, ils étaient obligés de fuir l'Allemagne. Ils étaient venus se réfugier en France. Et beaucoup, ça s'est dispatché un petit peu, il y en a qui sont partis en Amérique. Ils ont quitté un petit peu selon. Mais très peu sont restés en France, parce qu'à l'époque, il y avait une montée d'antisémitisme qui était quand même... Il y avait l'histoire de Maurras, il y avait de Larocque. Non, parce que de Larocque, c'est un homme de droite. Mais il a prouvé par la suite qu'il n'était pas antisémite. Mais il y avait Maurras, il y en avait d'autres encore qui étaient vraiment une montée d'antisémitisme de l'extrême droite. Ceux d'actuellement n'ont rien à envier à ceux d'avant. Ils ont été à bonne école. Et à l'époque, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire? Vous saviez que vous vouliez être bijoutier déjà? Non, non, pas du tout. Vous savez, la guerre est arrivée, j'avais 14 ans. Oui. À 14 ans, je ne pensais pas du tout à mon avenir, surtout que quand j'ai eu 14 ans, la guerre est arrivée. Alors l'avenir est très compromis. Et mon père, il est parti soldat tout de suite, il a été mobilisé naturellement, et il a fait, je dirais pas son régiment, il a fait la guerre, il a fait son devoir pour la France, comme tous les Français. Et mon père a été démobilisé en juin 40. Et là, mon père était artisan bijoutier, il travaillait à la maison, il avait un petit atelier à la maison. Et moi, comme j'avais à l'époque 16 ans, j'avais 15 ans, pardon, j'étais pas très doué, pas du tout même pour les études. Et il n'allait pas laisser à garçon, j'étais déjà grand et fort à l'époque. Et alors il a commencé à m'apprendre le métier de bijoutier. J'ai pas dû apprendre grand-chose, j'ai pas eu le temps d'apprendre grand-chose. Ce bonheur, je veux dire, bon, il y a eu l'invasion allemande, mais ce bonheur a duré 1 an. Parce qu'à l'époque, à Paris, même l'invasion allemande ne nous ont pas trop gênés. Et ce bonheur a duré 1 an, exactement. C'est-à-dire, donc vous avez appris avec lui dans son atelier? Oui, j'ai appris, mais pas grand-chose. Je ne savais pas... On n'apprend pas un métier comme ça, un métier d'art manuel, on apprend en quelques mois. Surtout à un jeune j'étais inconscient. Je n'avais pas à penser à mon avenir, qui paraissait noir quand même. Sachant ce qui se passe en Allemagne, quand même, qui paraissait noir, mais j'avais la conscience de la jeunesse. Je n'ai pas appris grand-chose. Est-ce que vous vous rappelez des premières mesures anti-juives de la fin 40? Oui. Ben, je vais vous dire, des mesures anti-juives, il n'y en a pas eu beaucoup. Je n'ai pas eu le temps, j'étais arrêté en 41. Je n'ai pas eu beaucoup. La seule mesure anti-juive que je me souvienne, c'est qu'il fallait rendre les postes de radio, absolument. Et mon père a été porté sa radio au commissariat de police du 3e arrondissement, l'arrondissement où nous habitions. Et à l'époque, il n'y avait pas eu de mesure anti-juive. Ici, il y a eu, en mai 41, il y a déjà eu la première rafle de Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Et le frère à mon père, mon oncle, qui a été pris à Beaune-la-Rolande. Et c'était pas encore l'horreur. Par rapport à ce qui est arrivé par la suite. Et après, quelques mois après, il y a eu Drancy. Là, ça commençait à être beaucoup plus dur. Là ça commençait vraiment l'horreur à Drancy. C'était au mois d'août 41. Et donc, votre oncle avait été arrêté avant vous? Non, mon oncle a été arrêté seul, parce que mon oncle n'était pas français. Et mon père était français, naturellement. Il était arrêté, il était interné à Beaune-la-Rolande. Mais on commençait déjà à se douter que, comme il y a eu après Drancy, alors on savait très bien que ce qui allait nous arriver va être très dur. Effectivement. Est-ce que vous pouvez raconter les conditions de votre arrestation? Oui, j'arrive là maintenant. Alors, ce qui s'est passé, le 11 décembre 1941, c'était un soir d'hiver, naturellement, et les fenêtres étaient calfeutrées, parce qu'on n'avait pas le droit de l'allumer la lumière. Disons calfeutrées. Là, je parle du 11 décembre. Je vais vous raconter l'anecdote aussi. Le 11 décembre 1941, mon père m'a inscrit à l'école de bijouterie. Et j'y suis allé au cours.
le premier cours que j'ai pris, le premier et le dernier. C'était le 11 décembre. Et j'avais fait de la sculpture. Je crois que j'étais doué pour ça. Je crois. Et le soir, quand j'avais fini, c'était des espèces de bas-reliefs. Et j'étais pas, je regardais comment les autres faisaient, j'avais pas d'outillage, on m'a donné quelques outils, des outils. Et le soir, quand c'était fini, les professeurs passaient pour voir le travail qui a été fait. Ils regardent mon bas-relief et il me dit, le professeur, il y a fait combien de temps que tu fais de la sculpture? J'ai dit, professeur, c'est le premier jour que j'arrive. Et j'ai eu la réflexion désagréable. Avec vous, vous ne savez que bluffer. Vous ne savez pas raconter la vérité. C'était vrai. Moi, je savais que c'était vrai. Mais j'avais vu que c'était beau ce que j'avais fait. C'était bien par rapport aux autres qui avaient déjà appris. Pour moi, c'était la première mesure anti-juive que j'ai eue ce jour-là. J'ai reçu une claque. Je savais que j'ai fait une fois. Et je devais être doué pour ça. Mais bon, mon métier de sculpteur s'est arrêté là. Et le soir, nous avons passé une soirée comme d'habitude. Et je suis comme tout un jeune qui a 16 ans, dort profondément. Et en pleine nuit, j'ai entendu, il était 5 heures du matin, j'ai entendu dans l'escalier des bruits de bottes. Et on a commencé à taper à la porte avec la creuse d'un fusil. J'étais ouvrir. Ça m'a réveillé naturellement. C'était des Allemands. La fête de gendarmerie avec leurs casquets, des monstres, tellement ils étaient grands et forts. Je vous dis tout de suite, ça a fait un... Ils ont demandé tout de suite mon père, en allemand. Ça, j'avais compris, dans les Vater, j'avais compris tout de suite. Et mon père était un monsieur petit, il faisait 1m56, petit, chétif. Je dirais même peureux aussi, mais il faisait quand même, il y allait avec la peur. Mais il a été à la guerre, il s'est battu, mais avec la peur, mais il y allait quand même. Quand il est rentré, l'Allemand est rentré, moi, mes parents étaient couchés, il dit à mon père de se dépêcher, il l'emmène. Et j'ai commencé à aider mon père à s'habiller. Il tremblait littéralement. Et tout d'un coup, l'Allemand demande à ma mère quel âge il a en allemand. Ma mère lui dit 16 ans. Il me regarde, je faisais déjà 1m80. Je pesais 85 kilos, j'étais déjà un gaillard. Il m'a dit à l'allemand, du Smith, tu viens avec. Et j'ai pas eu le temps beaucoup de m'habiller. Et ils nous ont embarqués, ils nous ont emmenés au commissariat du 3e arrondissement. Là, nous avons passé 1 heure ou 2. Et on nous a emmenés après, je vous dirai la raison pour laquelle cette arrestation. On nous a emmenés dans l'école militaire, on nous a parqués dans le manège de l'école militaire. Cette arrestation était uniquement réservée aux juifs français. Et ils ont choisi les notables. Ils ont trouvé que d'être bijoutier, c'est aussi un notable. Je ne vois pas où ils ont été trouver ça, mais il paraît que c'est un notable aussi. Il y avait le frère de Léon Blum, René Blum, il y avait l'amiral Canapa, le colonel Masse, il n'y avait que des personnalités, il y avait ce jour-là. Il y avait le patron des chaussures André, Georges Lévy, il y avait le patron des papeteries Muller, qui était le plus grande papeterie de France. Il n'y avait que des gens comme ça, uniquement des juifs français, en représailles à un attentat qui avait eu lieu. Si ma mémoire est bonne, je ne serais pas affirmatif, je crois qu'il y avait eu lieu à Barbès, où deux officiers allemands ont été tués. Et c'était en représailles, ils n'ont pris que des juifs français. D'ailleurs, dans notre maison, il y a un juif polonais, ils ne l'ont pas pris. Uniquement des juifs français. Et nous avons passé la journée, il y avait même 2 curés qui étaient là en soutane. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, c'est une erreur, vous voyez, nous sommes des prêtres, ce qui était vrai, c'était des prêtres. Mais c'était des prêtres convertis. C'était déjà l'amiral Lustiger en plus jeune. Et effectivement, on est venu les chercher, 1 heure après. Ils étaient heureux, ils croyaient qu'ils allaient être libérés. Ils sont revenus après, habillés en civil. Les Allemands ne supportaient pas de voir des Juifs en soutane. Et nous avons, le soir, on nous a emmenés à la gare du Nord, et nous sommes arrivés à Compiègne, dans le camp de Royalieu, à minuit, où là, nous avons passé 3 mois très durs, 3 mois, la faim, le froid, l'hiver 41,
41, 42, est un hiver très dur, très rigoureux. Il n'y avait ni chauffage, très peu de nourriture, et nous souffrions énormément. C'est 3 mois qui ont été très, très difficiles. Est-ce que vous deviez travailler? Non, on ne faisait rien du tout. On ne faisait rien. Est-ce que vous avez eu la visite de votre mère? Non, interdit, absolument pas. Rien. Rien du tout. Ils savaient qu'on était à Compiègne, mais ils ne savaient pas. Ils sont venus, ma mère et ma soeur sont venus à Compiègne, mais ils croyaient pouvoir. Personne ne rentrait. Nous n'avons pas eu beaucoup d'aide de personne. Je dis de personne. Et par la suite, je vous raconterai, je continuerai, peut-être vous choquer, mais je le ferai quand même. Et qu'est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vous aviez une idée où vous seriez envoyé éventuellement? Alors voilà ce qui s'est passé. Nous étions à l'époque 6 jeunes de 16 ans. Dans tout le camp, pratiquement sur 1000 personnes. Et il y avait peut-être une centaine de vieux de plus de 70 ans. J'en ai 80 maintenant. Hein. Je parle des vieux de l'époque. Il y avait une centaine à peu près. Et il était question que nous soyons libérés. Et les jours arrivaient, les jours passaient, et un jour on est venu nous chercher, les 6 jeunes et les vieux. Mon père a cru qu'on allait être libérés. D'ailleurs, il l'a cru. Il est parti comme ça. Et on nous a sortis du camp, on nous a emmenés dans un hangar qui était en face, où il y avait des gendarmes français qui étaient là, fusils à l'épaule, et on nous a mis les menottes aux mains. C'est la seule fois de ma vie où j'ai porté des menottes. Très désagréable, surtout quand on n'a rien fait. Et on nous a emmenés à pied à la gare de Compiègne. Il y avait 4-5 kilomètres, les vieux, et nous, les 6 jeunes. Et les gens nous regardaient comme des forçats. Vous savez, vous avez déjà vu au cinéma des forçats qui marchent. Les gens le regardaient. Je ne sais même pas s'ils avaient pitié de nous. Ils nous regardaient comme des bêtes curieuses. Naturellement, les vieux étaient déjà... Ça faisait 3 mois que nous souffrions de la faim. Ça fait 3 mois que nous avions froid. Et le moral n'y était pas. Et nous sommes arrivés au camp, à la gare de Compiègne. Et le soir, vers minuit, nous sommes arrivés au camp de Drancy. Où j'ai passé 4-5, à peu près, jusqu'à fin juillet. Je suis resté au camp de Drancy. Vous étiez, à ce moment-là, séparé de votre père? Ah oui, c'est fini, il n'y a plus jamais une nouvelle. Jamais une nouvelle. Et à Drancy, comment est-ce que ça s'est passé? À Drancy, j'ai eu une chance relative. Quand même, où j'étais à la distribution du pain. Ce qui veut dire que j'avais du pain pour moi personnellement, autant que combien peut-on manger de pain par jour? 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, plus on ne peut pas. Même quand on a faim, on ne peut pas plus. Mais j'avais l'âge. Mais on m'a dit, tu peux manger ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de sortir une miette de pain. Sinon, c'était catastrophique. Et je suis resté là il y a quelques mois, où j'ai dit relativement peu souffert par rapport à beaucoup d'autres qui étaient internés. Et ça a duré jusqu'à fin juillet, et où nous avons eu un jour la visite, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de Dannecker. Vous en avez entendu parler? Non, est-ce que vous pouvez raconter? Dannecker, c'était un colonel SS qui s'occupait des Juifs de la... Je dirais pas de la France, mais je crois de la région parisienne. C'était une brute immonde. C'était quelque chose de... indescriptible, vous ne pouvez même pas raconter, tellement c'était une bête. Un homme qui devait avoir une trentaine d'années, grand, fort, bel homme. Et un jour, il y a eu visite dans le camp de Drancy. Alors, je vais vous dire, dans le camp de Drancy, on pouvait, dans la journée, se promener dans la cour. Ce jour-là, il n'y avait personne dans la cour. Tout le monde restait chercher. Dannecker venait, croyez-moi, c'était pas... Et quand il est arrivé, je l'ai appris par la suite, je l'ai su, il a demandé après M. Muller. Moi, il ne me connaissait pas, mais M. Muller, il connaissait. C'était le patron, le PDG des papeteries Muller. C'est un des 200 familles. Vous savez ce que c'est, les 200 familles en France? C'est parmi les gens les plus riches qui s'appelaient les 200 familles. Et M. Muller en faisait partie. Il a demandé après M. Muller. Et M. Muller, à 10h du matin, était couché encore. M. Muller avait une chambre particulière.
savez, même, il y a toujours des privilèges. Les VIP de l'époque. Et quand il est rentré dans la chambre, il a vu M. Muller coucher. M. Muller a fait le premier convoi et parti en déportation et n'est jamais revenu. Donc en mars 42. C'était plus, ça devait être en juin ou juillet 42. Et là, j'ai passé encore, bon, jusqu'à fin juillet. Et fin juillet, j'ai été transporté au camp de Pithiviers, où j'y suis resté un mois, où je peux rien vous raconter. Je n'ai aucun souvenir. Ma mémoire, je ne me souviens de rien du tout du camp de Pithiviers. Je sais que je suis rentré, j'y suis resté un mois, et je suis parti en déportation de Pithiviers. C'était le 21 septembre 1942, par le convoi 35. Et juste avant, au moment juillet 42, vous avez vu arriver tous les Juifs arrêtés lors de la rafle du Veldiv, j'imagine. Oui, absolument. Nous le savions, nous savions qu'ils allaient arriver. Je pense que les gens, beaucoup ont été prévenus, mais vous ne voulez pas y croire. Parce que ils ont vidé la moitié du camp. La moitié du camp, ils l'ont mis dans l'autre moitié. Ils tournent les uns sur les autres pour faire la place pour ceux qui allaient être arrêtés. Le pire était les femmes et les enfants. Les cris des enfants, c'est l'horreur. Bon, les adultes se raisonnaient. Aller raisonner un enfant, c'était pas possible. Et des femmes et tout. Mais je suis relativement pas resté longtemps, je suis resté environ 3 semaines comme ça. Parce que j'étais transféré au camp de Pithiviers, où là, je n'ai aucun souvenir. Et j'ai été, déporté le 21 septembre 1942. Est-ce que vous pouvez nous raconter le transfert? Le transfert, oui, je peux vous raconter. La seule souvenance que j'ai, ça a duré 3 jours. Nous étions 100 dans un wagon à bestiaux. On ne pouvait même pas s'asseoir. On était debout. Et il y avait un seau hygiénique au milieu pour 100 personnes. Un seau. Alors, je ne vous dis pas une heure après dans quel état était le... Et ça a duré 3 jours et 3 nuits. Et 3 jours et 3 nuits après, le train s'est arrêté. Et ils ont fait descendre les hommes valides. C'est-à-dire les jeunes comme nous, jusqu'à, je pense, 40-45 ans. Et nous avons été transportés dans un camp, soi-disant de travail. Le reste du convoi est parti directement, vous vous doutez qu'il est parti, directement sur Auschwitz. Donc tous étaient exterminés le jour même. Et nous avons été peut-être 200-300, je ne me souviens pas exactement combien. Nous étions dans un camp qui était, ma foi, l'air était bon. C'était en pleine forêt de pins. On faisait pratiquement rien. Et nous avons été accueillis par un chef de camp, qui était d'ailleurs un juif aussi. Mais vous savez, en général, c'est les gens qui étaient là, qui dirigeaient, c'est dans l'ancien droit commun. Il n'y a que des gens comme ça qui peuvent accepter une pareille fonction. Il s'appelait Retroubine. Et il nous reçoit, il parlait un français pas trop mal. Et il nous dit, voyez, vous êtes ici dans un camp. Vous voyez la cheminée là-haut, vous sortirez par là. Vous sortirez par là. Ici, vous n'êtes pas boulevard des Capucins. Vous voyez, il y a Capucine. Ici, on ne fait pas caca sur le toit. Ici, vous sortirez uniquement comme ça. Et après, j'ai été transféré, peut-être 2 mois, je ne me souviens pas exactement, 2 mois après, dans un camp de travail qui s'appelait Blechhammer. C'était un camp qui était à 50 km, c'était Auschwitz III. C'est parti d'Auschwitz. D'ailleurs, j'ai le matricule d'Auschwitz. Et là, j'ai passé 3 ans presque. Et en arrivant, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, en arrivant à Auschwitz, donc vous avez subi, comme beaucoup de déportés, l'arrivée, la quarantaine? Non, parce qu'on nous a mis dans un camp de travail. Directement. Ils avaient besoin de nous. Ils avaient besoin de nous pour le camp de travail. D'ailleurs, on n'a même pas été matriculés tout de suite. On a été matriculés 1 an après. D'ailleurs, les gens, quand ils voient mon numéro, disent « Oh, ben toi, t'es arrivé vers la fin ». J'ai dit « Non, j'ai été immatriculé vers la fin. Mais je suis arrivé parmi les premiers. Il faut bien être premier un jour dans la vie. Il faut bien être premier quand même. Vous voyez, j'en tire pas de gloire. Et nous avons passé là près de 3 ans à travailler dans une usine qui fabriquait de l'essence synthétique. C'était une usine, je ne peux pas vous dire, la grandeur à peu près d'un arrondissement de Paris, où il y avait plusieurs centaines de milles d'ouvriers, de tout,
des Allemands, des Français, des Anglais, des Russes. Je parle des Anglais et des Allemands, des Anglais et des Russes, des prisonniers, des Français. Il y avait de toutes les religions, mais des déportés, il y avait à peu près des 4 ou 5 000. Et tout s'est passé relativement. J'ai dit relativement. On crevait de faim, mais on ne travaillait pas trop dur. On arrivait un petit peu à se, excusez-moi le terme, un peu à se planquer. Moi, j'avais affaire à un contremaître qui n'était pas très courageux. Alors il me disait, tu restes calme. Je restais calme d'ailleurs. Ça a été très bien jusqu'au jour où l'usine a commencé à fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ont mis en marche l'usine pour produire de l'essence synthétique. Les Américains sont venus nous rendre une petite visite le jour même. Ah, ça a été une hécatombe. Des centaines d'avions nous ont bombardés. Naturellement, pour nous, il n'y avait aucun abri, rien du tout. Le seul abri que nous avions, ça a été un jour, si on nous sommes rentrés dans un abri, qui n'était pas du béton, c'était pas une forteresse, et ils nous ont sortis, tous les Juifs, ils les ont sortis, et ils ont fait rentrer uniquement des Allemands. C'était des secrétaires, des femmes, je les vois encore arriver avec leur machine à écrire dans les bras. Et la chance a voulu qu'une bombe tombe dessus. Il n'y en a pas une seule qui est sortie vivante. C'était pour nous s'ils ne nous avaient pas sortis. Pour vous dire, nous n'avons pas pleuré. Et le soir, l'usine était en très mauvais état. Surtout, ils ont voulu arrêter la centrale électrique. Si la centrale électrique ne marche plus, l'usine s'arrête automatiquement. Naturellement, tous les fils étaient tombés. Et je me trouvais justement à côté il y avait des déportés, nous n'avions pas de ceinture. Et les pantalons ne tenaient pas très bien. Et deux déportés, ils ont pris des bouts de fil qui sont tombés. Les ont pris, ils s'en sont fait une ceinture. Ils ont mis pour faire. Et passe un contremaître allemand. Avec aussi un chef de chez nous, ça s'appelait un capot. Mais un homme régulier, un homme humain. Il y en a eu quelques-uns, très peu. Celui-là, ça lui a coûté cher. Alors le contremaître passe et dit, mais c'est du sabotage. Vous prenez des fils électriques, vous en faites une ceinture. Il expliquait, c'est venait de tomber, c'est cassé, c'est déchiré, c'est tout. Alors il a pris le numéro des deux déportés et le numéro du capot, qui essayait de les défendre. Parce que on n'a rien saboté du tout. Les trois ont été pendus le lendemain pour sabotage. Et là, nous avons assisté. Il faut que tout le monde soit là pour voir le sabotage, oui. L'atrocité des Allemands, c'était des féroces, des bêtes féroces, des bêtes malfaisantes. Ils jouissaient rien que de voir. Alors, ils ont eu par l'audace, la cruauté, comme c'était l'hiver, de laisser les trois pendus pendant plus de 24 heures. Et sous les 15-20 degrés en dessous zéro. Ils étaient gelés, les cadavres étaient gelés. C'était la cruauté allemande. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu la vie quotidienne au camp? La vie quotidienne au camp, c'était le matin à 5 heures, on nous réveillait. Nous avions droit à un petit peu d'eau chaude, qui était noire, ça devait être du malt, c'était pas on appelait ça le café. Un peu d'eau chaude, c'est tout. Jusqu'au soir, nous n'avions rien du tout à manger. Le soir, nous avions une soupe et un morceau de pain. Chez les Juifs, un jour par an, on jeûne. Je veux dire, le jeûne, on mange le soir et on remange le lendemain. Donc, on fait un jour de jeûne. Et moi, j'ai jeûné pendant 3 ans. J'ai fait Kippour pendant 3 ans. Je ne le fais plus maintenant, je vous le dis tout de suite. Je l'ai fait pour moi et pour mes... Et... Est-ce qu'il y avait aussi des sélections dans ce camp-là? Non. Non. Si, il y en a eu qui sont partis, qu'on n'a plus jamais revus. Si, les sélections, ça veut dire qu'ils les envoyaient à Birkenau. Nous ne savions pas, nous, ce que c'était. Mais il y en a eu, si, il y en a eu pas mal. Ça veut dire que ceux qui étaient inaptes au travail quittaient le camp. Et je pense qu'ils allaient directement à Auschwitz-Birkenau. Oui, il y en a eu des sélections. Nous, on a eu la chance j'ai eu la chance d'être jeune, et malgré tout, et d'être fort, j'avais toujours espoir. Je savais que je survivrais. Comment, je ne savais pas, mais je savais que je survivrais. Est-ce que vous avez noué des relations dans le camp? Peu, parce que vous savez, nous rentrions le soir.
On n'avait qu'une envie, c'est d'entrer dans notre chambre, de coucher sur des paillasses, en paille naturellement. Et seulement nous, c'était les quelques camarades avec qui nous étions. Ceux qui étaient dans la baraque d'à côté, je ne les connaissais pas. D'ailleurs, comme j'expliquais tout à l'heure au jeune homme, j'avais des camarades ici qui nous sommes très liés. J'ai bossé 3 ans dans le même camp. Je ne les ai pas connus là-bas. On ne se connaissait pas. On connaissait uniquement ceux avec qui nous passions la journée ou la nuit. Alors c'est très peu. Très peu. Et pratiquement tous ne sont pas revenus. Très peu sont revenus. Alors ceux qui étaient dans ce camp-là, nous avons reliés à Paris, nous avions fondé une amicale, mais avec des gens que je n'ai pratiquement pas connus là-bas, sauf 2 ou 3, qui ne sont plus du monde, 6 sauf Adi, qui ne sont plus du monde aujourd'hui, mais il y en a encore 1 ou 2 qui sont... Donc c'était un camp exclusivement d'hommes exclusivement d'hommes. Il y avait des femmes qui servaient uniquement, il y avait des femmes qui servaient uniquement pour l'entretien, la nourriture, la cuisine, le linge, si on peut appeler ça du linge, si on peut appeler ça la blanchisserie. Il n'y avait pas de drap, il y avait, bon, de temps en temps, je crois qu'on nous changeait de chemise, je me souviens, mais pas très souvent, qui s'occupaient mais il y avait peut-être une 50aine de femmes, c'est tout, pas plus. Et est-ce que vous vous rappelez ce que vous vous disiez à cette époque? À quoi vous vous raccrochiez pour tenir? On se raccrochait à l'espoir. J'ai eu l'occasion de vivre avec des Allemands au travail, des soldats allemands humains. J'en ai eu, faut vous dire la vérité, qui me donnaient de l'espoir. Surtout un luxembourgeois, qui parlait naturellement couramment français. D'autres aussi, j'en ai un avec qui je travaillais, c'était un sous-officier de l'aviation allemande. Comme il avait été blessé, au lieu de le réformer, ils l'ont envoyé là-bas pour le travail. Et de temps en temps, j'allais à sa musette lui prendre un petit bout de son casse-croûte, je le partageais. Il le savait, mais il ne me disait rien. Et un jour, je me suis laissé aller. Je l'ai pris entièrement, son casse-croûte. Je n'ai pas pu me retenir. Il m'a dit, je te dis rien, je te disais rien. Moi aussi, j'ai faim à midi. Mais humainement, j'en ai pas connu beaucoup, je vous dis tout de suite, très peu, mais j'en ai connu quelques-uns. Et j'ai surtout connu, il y en a un souvenir extraordinaire, de quelques STO français, avec qui eux étaient libres, avec qui nous travaillons sur le chantier, qui se sont très bien conduits vis-à-vis de nous. Pas tous, mais une partie que j'ai revue après la guerre. Et malheureusement, par ma négligence, je les ai perdus de vue. Mais je les ai revus après la guerre. Bon. Mais autrement, j'ai retrouvé pratiquement personne. Vous avez vu mourir beaucoup de gens dans cette usine? Oui, surtout un jour, nous avons eu la visite aussi de Himmler, vous savez. Je vous dis tout de suite, le camp était en effervescence. Et ça s'est très bien passé. Le camp était très bien tenu, point de vue propreté. Eux, ce qui les intéressait, les Allemands, c'est la propreté. Ils avaient peur des épidémies. Parce que l'épidémie, c'était pour eux aussi à ce moment-là. Et nous avons eu, pareil, ça s'est très bien passé. Et j'ai vu Himmler comme, il y a 2 visages que j'ai gardés dans ma tête. Himmler et une bonne sœur. Que je vous montrerai tout à l'heure. Mais ces 2 visages, je ne les oublierai pas. Et vous savez, ne pas oublier Himmler, c'est pas rien. Il était à peu près à la distance que vous êtes avec moi, là, actuellement. C'est pas n'importe quoi, vous savez, quand on a ce privilège dont je me serais passé. Qu'est-ce qu'il venait contrôler? Il est venu contrôler une seule fois, c'est arrivé. Je pense qu'il était venu contrôler comment marche le camp, s'il est bien. Surtout, il avait peur surtout des épidémies. C'est pas pour voir si nous on mangeait à notre faim. Ça leur était totalement indifférent. Le travail que vous faisiez dans cette usine, c'était éprouvant? Ça dépendait des jours. Dans l'ensemble, oui. Nous avions un travail éprouvant quand le contremaître devait... J'ai eu la chance d'être chez un contremaître qui avait 3 ouvriers. Malheureusement, les 2 autres ne sont pas rentrés. Et c'est un homme qui était très cavaleur. Alors, c'était notre bonheur à nous quand il cavalait. C'est un homme qui avait une 50aine d'années. Et quand il cavalait, quand il avait réussi de trouver chaussures à son pied, nous en profitions, qu'on ne travaillait pas. Je dis, ne vous méprenez pas sur mon... Alors nous, on espérait que ça dure le plus longtemps possible.
Donc ça vous accordait un peu de répit dans le Très travail? peu, très peu au travail, très très peu. Si, il m'a souhaité, je suis né le 7 mars, et le 7 mars 1943, comme nous manquions à peu près tout, eux aussi d'ailleurs, d'outils, d'instruments, c'était surtout de la tuyauterie, puisque c'était une usine d'essence. Il lui manquait des coudes, je me souviens, des coudes. C'est des coudes de 120 ou 140, peu importe. Alors comment fallait faire? Vous se débrouiller. Fallait les voler dans une autre baraque d'un autre contremaître. Mais lui, il voulait pas y aller. Il nous envoyait, nous. Alors je suis allé, et effectivement, j'ai volé ce qu'il fallait. J'ai volé un ou deux, je ne me souviens pas. Et en sortant, je lui dis, naturellement, j'avais appris à parler allemand. Pas trop mal, j'ai presque tout oublié. Je dis, vous vous souvenez, monsieur le contremaître, j'ai 18 ans aujourd'hui. Ah, il m'a fait une petite tape sur l'épaule. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il dit, t'en auras pas 19. C'est moi qui ai donné l'anniversaire. Lui, il est crevé de tête depuis longtemps. Et moi, je suis là devant vous. J'ai le plaisir d'être avec mon épouse et devant vous. Et donc, malgré tout, vous avez tenu, enfin... J'ai tenu, je veux dire, j'ai pas bien dirigé la fin. Nous savions que les Russes étaient, nous avons subi beaucoup de bombardements. Et ça, on prend l'habitude là aussi. Nous savions ce qu'il fallait faire, où il fallait se cacher surtout. Mais les Américains lançaient des bombes n'importe où. Eux, ce qui les intéressait de détruire, c'était la centrale électrique. Mais ils lançaient les bombes n'importe où. Les Russes étaient plus prudents, nous bombardaient la nuit, mais ils étaient beaucoup plus précis que les Américains. Bon, c'est comme ça. Et nous étions au courant de tout. Nous avons su le jour même du débarquement 1944. Le jour même, on l'a su. Alors, on nous disait, toi, il y a de l'espoir. Je dis, oui, pour nous, il n'y en a plus. Parce que pour nous, nous n'arriverons pas à échéance. Et les mois ont passé, Paris a été libéré, la France a été libérée, tout ça. Et les Russes, c'était déjà fin 44, début 45. Parce que je pense que les jours étaient pratiquement tous les mêmes. Et ce luxembourgeois avec qui je travaillais m'a dit un jour, tu ne devrais pas rentrer au camp. Vous allez tous être exterminés. Lui, il savait, il portait l'uniforme allemand. Lui, il savait ce qu'il se disait. Alors, je ne l'ai pas fait. Je vais vous dire pourquoi. Pas par peur, je ne suis pas craintif, au contraire. Des fois, je vais un peu trop fort. Maintenant, moins, parce que je n'ai plus la force ni l'âge. Nous étions comptés le matin et comptés le soir. Et s'il en manquait un, il prenait des otages. Et je ne voulais pas qu'à cause de moi, il y ait des otages qui tombent. Moi, je pouvais me cacher dans le chantier. Vous savez, c'est un chantier, je vous dis, qui faisait la grandeur d'un arrondissement de Paris. Il y a des centaines de mille, vous comprenez. Je pouvais me cacher. Il m'aurait caché, lui. Mais je n'ai pas voulu prendre je ne pouvais pas me permettre de faire tuer quelqu'un à cause de moi. Et je rentrais dans le camp, et il me dit, tu ne devrais pas. Et je suis quand même rentré. Et effectivement, c'est lui qui avait raison. Et le 21 janvier, dont j'avais entendu parler naturellement, a commencé la longue marche. Nous sommes partis le 21 janvier du camp de Bléchamer à pied. Peut-être par 15, 20 degrés en dessous zéro, je ne peux pas vous dire. Un froid, la neige, la glace. Vous aviez compris qu'on vous évacuait? Ah oui, avec des chaussures en bois. J'en ai encore les cicatrices. J'ai encore derrière les cicatrices. Je n'ai plus mal. J'ai des cicatrices encore, des chaussures en bois sur les talons. Alors un jour, j'étais dans une école, quand je racontais ça, un des enfants me demande, on pourrait voir vos cicatrices. Je ne me suis pas baissé à ça. Et nous sommes partis, et nous avons, la deuxième nuit, ils nous ont mis à coucher dans une ferme. Dans une ferme. Dans les tables. On nous a mis sur la paille, on nous a mis dans les tables. Bon, nous étions déjà contents d'avoir de la paille, au moins pour se reposer, pour dormir. Et j'avais mes deux camarades, dont Souris, à mon épouse j'ai parlé, et un autre camarade dont les parents avaient une parfumerie boulevard Magenta. Je leur dis, n'enlevez pas vos chaussures. N'enlevez pas vos chaussures.
Je dis, vous ne pourrez plus les remettre demain matin. Mais ils avaient tellement mal aux pieds. J'avais aussi mal qu'eux. Mais ils m'ont pas écouté. Ils ont enlevé leurs chaussures. Et tout d'un coup, j'ai entendu l'Allemand qui parlait au fermier. Je comprenais tout ce qu'on entend. Il disait, l'Allemand, je sais pas, comme il était seul, il pouvait se permettre, il dit, vous avez peut-être quelque chose à leur donner à manger. On a trouvé ça très, très humain. C'était assez rare quand même avec les soldats allemands. Là, le fermier a dit, oui, oui, je vais leur donner. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Des pommes de terre cuites. Les pommes de terre qu'il avait données aux cochons. Au lieu de donner aux cochons, il nous a donné à nous. Mais c'était bonnes, les pommes de terre, croyez-moi. Malgré c'était quand même, j'en mange. J'ai l'impression que j'en mange pas d'aussi bonnes actuellement. Et pourtant, elles sont meilleures, c'est celles que je mange actuellement. Et nous avons mangé ces pommes de terre, ce qui est un régal, qui était chaude. Et le lendemain matin, ce qui est arrivé, mes camarades n'ont pas pu remettre leurs chaussures. Ils n'ont pas voulu repartir, ni l'un, ni l'autre. C'était des camarades que vous avez... Oui, mais... Donc je voulais savoir, les deux camarades qui étaient avec vous, alors, eux ne sont pas repartis. Et ils m'ont dit que ça ne servait à rien que je reste avec eux. Ça servait, je ne l'ai plus jamais revu. Vous les aviez connus à l'usine? Vous les aviez connus où? Au camp. Je travaillais avec eux. Ah oui, j'étais très, très... C'était parmi mes deux plus intimes. Et un des deux, j'ai réussi à voir la sœur. Le hasard a voulu, ici à Paris, qui a été très contente de me rencontrer. Mais je pense qu'elle a coupé les ponts. Hein. Après, elle a coupé les ponts, je pense qu'elle ne voulait plus. C'était... Je lui ai pas dit la vérité. Je lui ai pas raconté l'histoire que son frère n'a pas voulu repartir, qu'il avait les pieds tellement gonflés. Ça, je ne lui ai pas dit. Ça servait à rien. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai jamais revu. Et nous sommes repartis. Et la nuit d'après, ce qu'il y a le problème, il voulait absolument que nous traversions l'Oder. Pourquoi? Parce que les Russes arrivaient. Et ils voulaient faire sauter les ponts. Mais attends, ils voulaient d'abord que nous traversions. Et on nous a fait traverser l'Oder. Vous savez, je vois comme si c'était aujourd'hui. C'était à 2, je ne sais pas l'heure, c'était en pleine nuit. Nous avons traversé l'Oder et après, on continue à marcher. Et nous avons dormi dans la neige. On s'est arrêté pour le repos. Nous avions chacun une couverture. Ils nous avaient donné une couverture en partant. Et un camarade, je ne me souviens pas qui c'était d'ailleurs, que je ne connaissais pas, nous avions mis une couverture par terre, nous nous sommes mis dessus, nous sommes enlacés l'un contre l'autre, et on a mis l'autre couverture dessus. On s'est réveillé le lendemain matin, on était recouvert de neige. J'ai dormi toute la nuit. J'ai pas attrapé froid. J'ai pas toussé. Et si je suis un courant d'air, je tousse automatiquement. Et nous nous sommes réveillés entièrement enfouis dans la neige. Et nous sommes repartis, nous avons marché. Je ne peux pas vous dire combien. Et moi, on nous avait dit à l'époque 3 semaines. Mais je pense que c'était 2 semaines. Ça devait être 12, 13 ou 14 jours. Sans aucun ravitaillement. Et nous sommes arrivés dans un camp qui s'appelait Gross-Rosen. Gross-Rosen, c'était un camp. Quand on nous a dit, nous allons à Gross-Rosen, on nous a dit, il n'y a plus que 50 km à faire. Ça a été un hurrah. Il n'y a plus que 50 km à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 50 km. Il faut les faire à pied, dans des conditions. Pour nous, ça a été... Et nous sommes arrivés à le camp de Gross-Rosen, peut-être 2 jours après, je ne me souviens pas exactement, la date. Gross-Rosen était un camp, on ne pouvait pas survivre plus que 48 heures, 72 heures maximum. Plus, ce n'était pas possible. Et on nous a mis dans une... Oui, on nous avait un soir, j'ai oublié de vous raconter, nous sommes arrêtés dans une fabrique de sucrières, avec des betteraves à sucre, qui étaient faites dans des machines, une espèce de grandes cuves en acier. Nous avons gratté comme des bêtes. On grattait le sucre, comme des bêtes pour manger. Et quand nous sommes arrivés au camp de Gross-Rosen, on nous a mis dans une baraque où il n'y avait que du carrelage. Il n'y avait rien, rien du tout. Naturellement, pas de chauffage, rien du tout. Et nous sommes couchés sur le carrelage. J'ai souffert j'avais plus faim. J'avais soif. Mais quelque chose. Et je savais qu'il y avait... On m'a dit qu'il y avait les lavabos, si on va appeler ça le lavabo, l'eau qui coulait dans les... Oui, les lavabos. Il y a peut-être 10 mètres.
J'ai mis des heures pour y arriver dans la Gadoue. Je pouvais pas avancer. J'ai bu de l'eau glacée. J'y suis arrivé, j'ai bu de l'eau glacée. Ça m'a fait un bien énorme. Et je suis revenu, j'ai passé la nuit pour faire l'aller-retour. Et nous sommes repartis le lendemain. Nous avons marché des jours et des jours et des jours. On couchait dehors tout le temps. Et nous sommes arrivés, non, nous étions à Grosse-Rosaine, non, à Grosse-Rosaine, on nous a embarqués dans un train à wagon ouvert. Parce que c'est une grande importance, wagon ouvert et wagon fermé. Un wagon ouvert, au moins on respirait, mais c'était l'hiver, c'était le mois de février. Et nous sommes arrivés 3 jours après au camp de Buchenwald, sous un bombardement américain, un bombardement horrible. Il y a eu énormément de victimes, parmi nous. Dans le train. J'ai jamais pu comprendre. Ils ont dû confondre, ils ont peut-être cru que c'était un convoi de troupes. Quand même, je pense que j'ai jamais pu comprendre ça. Tellement il y a eu de morts parmi nous. Peut-être parmi les Allemands aussi, mais c'est parmi nous. Et nous sommes rentrés dans le camp de Buchenwald. Buchenwald était constitué de 2 camps, le grand camp et le petit camp. Le grand camp, on pouvait survivre. Le grand camp était réservé d'abord aux non-juifs, déjà. Et il y avait tous les VIP qui étaient dans le grand camp, dont monsieur Dassault, qui s'appelle Bloch, Marcel Bloch. Il s'appelait Marcel Dassault, lui il y était aussi. Il y avait René Blum, le frère de Léon Blum. Ces messieurs, ils étaient considérés comme des personnalités. Pour eux, ils pouvaient survivre. Les ouvriers communistes, les déportés communistes aussi, il y avait beaucoup d'entraide. C'est vrai, les déportés communistes, entre eux, pour les déportés français, il y avait un peu de, je dirais pas la bagarre, mais entre les gaullistes et les communistes, mais eux on pouvait survivre au camp de Buchenwald. On manquait de liberté, mais on pouvait survivre. Mais il y avait le petit camp. Et moi, on m'a mis au petit camp. Le petit camp nous a mis, on ne sait plus personne s'est occupé de nous. On était libres dans le petit camp. Il n'y avait plus rien. Livré à vous-même. Livré à nous-mêmes. Et là qu'est intervenue la Croix-Rouge, dont je maudis la Croix-Rouge. Ça vous étonne peut-être ce que je vais vous dire. Je maudis la Croix-Rouge. Aujourd'hui, je vous dis, je n'ai pas donné un sou pour la Croix-Rouge, je vous le dis tout de suite. Effectivement, la Croix-Rouge a aidé les VIP, ceux qui souffraient moins, qui étaient dans le camp, eux, ils recevaient. Je ne dirais pas que c'était de l'abondance, mais eux recevaient, parce que j'ai des camarades qui ont eu la chance de rester avec eux. Eux ont reçu des colis de nourriture. Bon, je vous dis, limité, c'est vrai, mais au moins quelque chose. Nous n'existions pas. Et un jour, ce qui séparait le grand camp du petit camp, c'était des barbelés. Qui dit barbelé, dit on peut voir ce qui se passe. Et il y a eu une visite de gens de la Croix-Rouge, des messieurs qui avaient un grand manteau, je pense en cuir ou en ciré, avec des chapeaux. Ils ne se sont même pas retournés. Ils avaient que ça à faire, à tourner la tête un peu à gauche. C'est tout. Ils sont passés. Ils étaient peut-être une vingtaine. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas vu, c'est pas possible. Puisqu'ils étaient là, ils ne voulaient pas voir. Ils n'ont pas vu. Nous n'avons aucune aide d'eux. Nous étions inexistants. Nous étions dans le camp. Et ça a duré, peut-être, c'était déjà le début du mois c'était fin mars. Ça a duré. Alors on mangeait pratiquement rien. Je ne sais pas si vous avez vu dans les photos, on voit comme des cages à lapins, on voit des déportés qui sortent leur tête. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ces photos-là. C'était le camp de Buchenwald. C'était le petit camp de Buchenwald. C'était les couchettes sur une planche, naturellement. Et on attendait la journée. Et un jour, on nous a emmenés, ils avaient tellement peur des épidémies, on nous a obligés d'aller à la douche. On y a été. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis trouvé mal. Je me suis évanoui. Mais personne n'est venu à mon secours, je vous dis tout de suite. Il y avait tellement de morts qu'un de plus, un de moins, personne n'a fait. J'aurais pas plus fait attention aux autres non plus, moi. Puis j'ai dû me réveiller, ou 2 minutes après, ou 10 minutes après, je peux pas vous dire. Et je me suis réveillé. Je suis parti. Je suis sorti. C'est tout. Et nous sommes restés pendant quelques jours, comme ça. On errait dans le camp, à la recherche de quelque chose qu'il n'y avait pas. On regardait le camp, le grand camp, oui, il y avait.
On n'avait aucune aide. Et un jour est arrivé l'ordre que tous les Juifs doivent se présenter à l'appel. La seule chose, une des choses qui m'était restée tout le temps, pendant toute ma déportation, c'est la tête. J'ai toujours regardé, je savais où, je réfléchissais avant d'aller, avant de faire quelque chose. J'ai dit là, il ne faut pas y aller, là. Si j'y vais, je sais ce qui m'attend. Et nous sommes restés dans le bloc où nous étions 17 non-juifs, 17 Français. Nous étions Français. La chance que nous avons eue, c'est qu'on ne nous a pas fait baisser les pantalons. Parce que quand il manquait, il faisait baisser les pantalons. Tout ça, c'était radical. Et c'est tous des Juifs hongrois qui se sont présentés et sont partis en priant. Alors, vous m'avez posé tout à l'heure une question, si j'étais croyant, non. Parce que Dieu, s'il existait, il les a entendus. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il les ait pas entendus. Ils sont partis en priant. Moi, je priais pas. Heureusement pour moi que je ne savais pas prier. Et nous sommes restés les 17. Et nous avons cru qu'on était déjà... On savait que les Américains allaient arriver, c'était le 5 avril 1945. Et nous savions que les Américains étaient pas très loin. On le savait, parce qu'on avait quand même des renseignements. Et on est venu nous chercher. Et on nous a embarqués dans ce train. Et moi, j'ai eu la malchance de tomber dans un wagon fermé. Pourquoi je dis la malchance? Parce que j'ai un ami, qui actuellement, qui est un ancien résistant, non juif, qui est un écrivain, qui a écrit un livre que je voulais vous amener, parce que des photos ont été prises, je ne les ai pas, j'ai oublié de l'amener. Il était dans un wagon ouvert, ce qui veut dire, comme le voyage a duré 3 semaines, 20 jours exactement. Ils sont en train de traverser pendant 20 jours pour faire 300 kilomètres. Alors on restait des journées entières en voie de garage et on a traversé la Tchécoslovaquie, qui se sont conduits comme des êtres humains, les Tchèques. Mais pas pour nous, pour ceux qui avaient des wagons ouverts. Ils leur jetaient de la nourriture. Et ça leur a permis de tenir. Vous comprenez? Bon, c'est ce qui est vrai. Et ils avaient de la neige. Au moins, ils pouvaient laper comme vous savez, c'est de l'eau. Mais ils avaient un peu de nourriture. Et ce monsieur a noté, il avait un crayon, je ne sais pas comment il a fait. Il a noté tous les endroits où nous sommes passés. Mais moi, j'ai eu la malchance d'être dans un wagon fermé. Nous étions 100 dans ce wagon. Et pendant les 20 jours, le wagon ne s'est pas ouvert. Sans manger ni boire pendant 20 jours. Alors quand je vois ici des gens qui font la grève de la faim, le prenez pas mal, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, ça me fait rigoler. Parce qu'ils sont couchés, on leur prend l'attention, on leur fait des piqûres, ils boivent de l'eau, c'est vrai. J'ai pas dit que c'est rien. Mais écoute, nous étions 20 jours sans rien manger. Et pratiquement, alors nous les morts, on se les mettait, on dormait sur les morts. On en faisait des matelas. Et ça prenait moins de place. Et on pouvait. Alors, mon fils est médecin. Il me dit, comment t'as fait pour survivre? Je lui ai dit, vous savez comment j'ai fait pour survivre? Je buvais mon urine. Parce que j'avais réfléchi que si je jette mon urine, mon corps va être vide entièrement. Et ça faisait la navette. Mais à la fin des derniers jours, il n'y avait plus. Il n'y a presque plus, parce qu'il y a l'usure, je pense. Et quand nous sommes arrivés, il y avait pratiquement plus de survivants. Je ne sais pas, on était plusieurs milliers. Les trains, je ne sais pas s'il y a eu 200-300 survivants. Je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre, pratiquement. Et ma chance a été on est arrivé dans le camp de 20 jours après. Alors vous savez, 20 jours sans... C'est l'horreur, l'horreur. Les wagons se sont ouverts. C'était le 27 avril 1945. Ils ont ouvert les wagons. Et je voulais descendre, je ne pouvais pas. Et je me suis laissé glisser sur le ballast.
Je me suis laissé glisser. Il y avait un seau d'eau qui était à 3 mètres de moi. Je n'ai jamais pu l'atteindre. Comme ils ont vu que j'étais mort, on m'a mis dans la charrette, et on m'a rentré dans le camp. Et comme ils ont vu que je bougeais, alors ils m'ont dit, tiens, il bouge celui-là. J'ai eu, première fois de chance que j'ai eue dans ma déportation, on m'a emmené à l'infirmerie. C'était à Dachau, ça? À Dachau, le 27 avril 1945. J'insiste sur le mot 27 parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On m'a mis dans une chambre, dans une grande chambre. On était peut-être 60, une grande chambre. Mais on avait un matelas. Et le chef de la chambre, c'était un luxembourgeois. Ils n'ont pas voulu me donner de chemise. J'étais tout nu. Il n'y a pas de pudeur. Vous savez, on était sur des bêtes. Nous vivions comme des bêtes. Alors il me dit, c'est pas la peine, il passera pas la nuit. En parlant de moi. Le lendemain matin, le docteur est venu, il m'a pris la température, ça ne bougeait pas. Le thermomètre ne bougeait pas. On m'a donné à manger. Mon fils m'a expliqué, il me dit, c'est pas possible que tu ne sois pas mort. Hein. Je vous dis déjà, j'ai mangé peut-être 3 ou 4 litres d'une soupe épaisse. J'ai avalé ça comme un affamé. Normalement, je ne devais pas survivre une chose comme ça. C'est passé. C'est bien passé. Je l'ai digéré à tout point de vue. Et je suis resté. Le lendemain matin, quand ils ont vu que j'étais vivant, c'était le 28 avril, on m'a donné une chemise qui m'arrivait au nombril seulement. Moi, ça m'était totalement indifférent. Je ne pouvais plus marcher du tout. Et on nous donne à manger, la société. Et les autres qui ont pu rentrer, les plus grandes parties qui sont rentrées, ont été à la douche. Toujours l'histoire d'épidémie. Les Allemands m'ont tellement peur. Et il paraît, parce que moi je n'étais pas là, il paraît qu'une grande partie est morte tout de suite la première nuit. Vous savez, des douchés. Et moi j'ai eu cette chance. C'était le 28 avril 1945. Et le 29 avril 1945, le matin, la journée s'est passée normalement, j'étais couché naturellement, je mangeais, on me donnait à manger autant que je voulais. Alors je mangeais, et vers 5 heures le soir, il y en a un qui rentre en criant, les Américains sont là. Les Américains venaient de rentrer dans le camp. Vous ne pouvez pas rendre compte. Et je me suis endormi. Et c'était ma réaction. Je me suis endormi, mais avec quiétude. Je me suis réveillé peut-être 1 heure, 2 heures. Je ne peux pas vous dire combien de temps après. J'ai dit, mais là... Mais je ne pensais pas mourir. Ça, je vous dis tout de suite, je pensais que je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, mais je ne pensais pas mourir. Je dis, mais je vais revoir... Je vais être libéré, je vais retourner en France, je vais voir ma mère. Et les jours ont passé. Après, nous avons eu la visite d'un curé qui était venu. Alors, il demande, il me demande, est-ce que vous avez souffert? Je le regarde, je dis, c'est pas possible. Il n'a pas sur terre, il me demande si j'ai souffert. Tous étaient pareils. Alors, il me dit, vous voulez vous confesser? Je dis, écoutez, mon père, je suis juif, je ne suis pas catholique. Je dis, pouvez-vous confesser, Dieu est pour tout le monde. Je dis, tant qu'à faire, si je crois déjà pas en Dieu, j'ai le mien, je n'ai pas besoin de chercher un autre. J'ai le mien et je ne m'en sers pas. Alors autant garder le mien. Tout d'un coup est passé un rabbin, le rabbin Zawi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être pas, il y a quelques années, au procès Papon. C'était son père, Michel Zawi, voilà exactement. C'était son père, qui il y a 1 an était encore du monde. Il doit être pas loin de 100 ans. Et je lui ai téléphoné en Israël, je lui ai téléphoné. Il s'est rappelé de moi après tellement d'années. Il demande au chef de... Est-ce qu'il y a des Juifs? Le chef, lui, de Luxembourgeois, dit non, il n'y a pas de Juifs. Il était aumônier à la première armée française, l'armée de Delat de Tassigny. Il dit non, il n'y en a pas de Juifs. Alors moi, je me suis dit, ici, il y en a un ici. Et tous se sont retournés comme s'ils avaient vu, vous savez, ils avaient vu un monstre, un juif vivant. C'était impensable qu'il y en ait encore un vivant. C'était moi.
Et le rabbin est venu vers moi. Ah, lui aussi m'a demandé si j'ai souffert. Je l'ai regardé, je dis, c'est pas possible de sortir de telles bêtises. Il ne savait pas quoi dire, il faut dire la vérité. Et il m'a dit, je rentre à Paris demain, si vous voulez, vous avez quelqu'un à prévenir. Je dis, oui, ma mère et ma sœur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a prévenu ma mère et ma sœur, comme quoi j'étais vivant. Et je suis rentré à Paris 3 semaines après. 3 semaines après, je suis rentré à Paris. On voulait pas me faire rentrer. J'ai eu la visite de l'ordre de Tassigny. J'étais dans un hôpital d'anciens officiers SS. Je ne sais pas, vous vous rendez compte de l'hôpital que c'était. C'était un paradis. Et j'étais dans ma chambre et un soir, j'ai eu la visite de tout l'état-major avec de l'ordre de Tassigny qui était là. Il s'assoit sur le rebord du lit. Il me dit, vous avez souffert. Hein? Ah, je me suis retourné, je lui ai montré mon derrière. J'étais tellement énervé d'entendre des choses comme ça. Il me dit, je crois que j'ai compris, on s'en va. Je me souviens, ils ont compris. Et ils voulaient absolument m'envoyer dans un hôpital, je me souviens plus, en Allemagne, un hôpital de l'armée française. Et ça, je ne voulais pas y aller. Et on m'a dit, le lendemain, on viendra vous chercher avec l'ambulance le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt, je me suis caché, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Ils m'ont cherché pendant des heures, ils ne m'ont pas trouvé. Après, ils m'ont quand même maîtrisé. Après, ils m'ont envoyé. Ah, je voulais vous dire à Dachau, ma bonne sœur. C'est ça. Il y avait à Dachau, quand j'étais là, peut-être le lendemain de la visite du rabbin Zawi, eh bien, une bonne sœur, de jeune, était tout en blanc. À l'époque, elles étaient, vous savez, c'est comme les femmes musulmanes, elles étaient fermées entièrement. Elle était jeune, elle était très belle. Tout moi, je crois. Quand elle l'a vu, elle aussi, elle m'a demandé si j'avais souffert. Elle n'avait jamais vu le numéro sur le bras. Vous en avez vu, hein? Elle n'avait jamais vu. Elle s'était assise sur le bord du lit. Elle me caressait. Elle m'a demandé des questions. Le lendemain, elle est revenue avec une petite sacoche en toile. Hein. Elle avait 2. Une pour moi était friandise. À tout le monde, comment dire, pourquoi pas nous? Il dit, lui, parce qu'il est juif. Il a plus souffert que vous. J'ai gardé un souvenir de cette femme. Mais j'ai eu tort. Après la guerre, j'ai rien fait pour la retrouver. Rien. J'aurais dû. Vous savez, on a vécu dans un monde. D'abord, comme j'expliquais tout à l'heure au jeune homme, je pense que les gens ne voulaient pas nous croire. On n'avait peur qu'on ne nous croie pas. On a mis 30 ans avant de témoigner. Je vais vous montrer une autre anecdote après, à Paris, quoi. Alors, on trouvait ça impensable quand les gens vous demandent si vous avez souffert. Et j'ai appris par mon ami qui était avec moi dans le train de la mort, celui qui avait écrit qui est un écrivain, mais qui est un fervent catholique très, très porté sur la religion. Et il s'est renseigné. Elle venait de mourir à Marseille. C'est de ma faute. J'aurais dû la contacter. Elle aurait été heureuse. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Bon. Et après, on nous a transféré. Oui, j'ai la Croix-Rouge. On a transféré après sur le bord du lac de. Excusez-moi. C'est le bord du lac de Constance, dans un hôtel 4 étoiles. Je n'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup descendu dans des hôtels comme ça. Et le soir, je ne pensais qu'une chose, manger. Nous ne pensions qu'à manger. Et le soir, le premier soir, j'arrive, il y avait 4 verres. 4 verres sur la table. J'ai demandé pourquoi 4 verres. Chez ma mère, on se servait des verres à moutarde. Elle achetait pourquoi des verres à moutarde? Quand j'achetais des moutardes, après, ça faisait un verre pour boire. Mais avoir 4 verres comme ça. Alors, on m'explique que le premier, le grand, c'est pour l'eau. Le deuxième, c'était pour le vin rouge. Le troisième, pour le vin blanc. Et le quatrième, pour boire du Porto. J'ai pas l'habitude de boire du... Je dis, maintenant, vous me soignez comme ça? Maintenant? Alors, je dis, non, ça marche. Et je leur ai expliqué ce que... Alors, je vous dis, avec des mots pas très gentils. Bon, elles ont accepté, elles n'ont pas bronché. Et vous savez, là, je dis, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai plus besoin de vous. Je peux me passer de Porto et de vin blanc. Un verre à moutarde me suffit.
je l'ai pas digéré, ça. Et pas seulement pour moi, pour aucun. Ils sont jamais venus à Auschwitz. Ils ont jamais rien fait. Rien. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est très beau. Moi, j'ai pitié aussi pour les gens. Mais pourquoi? Nous n'avions pas le droit parce que nous étions des juifs. Nous ne sommes pas des êtres humains comme les autres. Et je veux même aller plus loin, mais Israël aide les pays là-bas. D'ailleurs, très important, parce que c'est eux qui leur font de l'eau potable et tout. Mais il n'y a aucun pays arabe qui les aide, à part le Qatar. Aucun. Et attendez, quand Israël, parce que je finirai mon histoire tout à l'heure, ils n'ont pas le droit d'atterrir chez eux, pour qu'ils atterrissent ailleurs. Pour pas qu'il y ait de drapeau. Pour vous dire, alors là, j'ai pas apprécié. Et après, on est venu après cette péripétie au lac de Constance, on est venu nous chercher pour nous rapatrier, pour nous ramener en France. Alors je vous dirai pas. Alors ça, c'est l'administration française. Nous étions quatre ambulances. C'était vraiment le gâchis de l'armée française. J'ai une anecdote qui n'est pas très jolie, je vais quand même vous la raconter. Nous sommes arrêtés dans un village allemand. On essayait de l'arrêter, j'avais envie de faire pipi. Il s'est arrêté, je descends, c'était un arabe, mon chauffeur, qui avait un fort accent arabe. Je vais le limiter, mais c'est pas péjoratif. Hein. Et c'était dans un village où il y avait sur la place, les gens faisaient la queue à une boulangerie. Ils n'avaient rien à manger non plus, les Allemands. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à faire pipi devant tout le monde sur la boulangerie. Il y a un vieil Allemand qui est sorti avec un bâton, il commençait à me... Il voulait me... Lui, il est arrivé, il a sorti son revolver, il dit « Pisse, mon ami, pisse !» S'il avait bougé, il le descendait. Et moi, je faisais pipi, tranquillement. Comme vengeance, c'était petit, c'était rien. Mais ça m'avait soulagé de deux raisons. Et ça, c'est des souvenirs qui restent impérissables. Et le soir, nous sommes arrivés dans un aéroport de l'armée française. Il n'y avait aucun avion personne ne savait qu'on devait nous rapatrier. Et le lendemain matin, nous avons pris le lendemain l'avion pour Paris. Et nous sommes arrivés à Paris le 6 juin 1944, à l'hôtel Lutetia. 45. Vous avez dit 45. C'est pour ça. 45. Et je vais vous dire, alors à l'époque, maintenant, tout le monde a le téléphone maintenant. Mais à l'époque, très peu de gens avaient le téléphone. En 1940, ça existait quand même naturellement, mais très peu de gens. Alors j'ai téléphoné chez un de nos amis catholiques qui ont sauvé ma mère et ma sœur pendant la guerre, chez qui ma sœur et ma mère se sont réfugiés. Moi j'estime que c'est les gens qui méritent la médaille des justes, parce qu'ils l'ont fait, en prenant des risques énormes. Quand il y avait des choses, ma mère se cachait chez eux, c'est un ami de la famille de très longue date. Et on a téléphoné en pleine nuit, et il est venu me chercher à 6h du matin à l'hôtel Lutetia. Voilà. Donc, après votre arrestation, celle de votre père, votre mère et votre sœur se cachaient de temps en temps. Ah oui, dès qu'il y avait des bruits, des menaces. Mais ce monsieur, il passait à côté de moi, il ne m'a pas reconnu. C'est rien. Ah oui, il mérite la médaille des justes, cet homme. Pourtant, c'était un homme, c'est un ancien croix de feu. Vous savez que c'est... Oui, des croix de feu, c'était des gens de droite. Je ne suis pas un homme de droite, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ne vous méprenez pas. Mais c'était des gens qui n'étaient qu'un croix de feu, mais qui étaient humains. Pour lui, un être humain, c'est un être humain. Peu importe la religion qu'il a. Et il a sauvé même ma mère et ma sœur, qui est toujours du monde. Ma sœur, pas ma mère, naturellement. Bon, et je suis rentré à la maison. Je peux vous dire que j'ai été très mal soigné, parce qu'il paraît, d'après mon fils, j'ai eu la tuberculose à l'époque. En rentrant? Personne s'en est aperçu, même moi je ne l'ai jamais su. Ne me demande pas comment je me suis soigné, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça s'est soigné tout seul. Ça s'est cicatrisé, il paraît. Je l'ai aperçu 40 ans après. Je ne savais pas. On nous a pas... Si, la seule chose qu'on faisait, on nous donnait à manger.
Ça va manger. Ma mère me donnait à manger. 5 repas par jour complet. Ça ne suffisait pas, il y avait besoin de soins, il y avait des radios. On m'a jamais appelé chez un médecin, on m'a jamais appelé. Bon, je m'en suis quand même sorti. Bon, j'ai eu des problèmes de santé maintenant, mais comme un vieux. Tous les vieux ont des problèmes de santé, en principe. C'est le bénéfice de l'âge, si on peut appeler ça un bénéfice. Et j'ai fait ma vie après. La dernière anecdote, je vais vous la raconter, c'est le boulevard Saint-Martin, à Paris. J'étais avec ma sœur. Il y avait, vous savez où il y a des escaliers au boulevard Saint-Martin? Il y avait un cinéma là à côté. Et il y avait, en vitrine, il y avait des photos sur les déportés. Je me promenais avec ma sœur, avec 2 cannes. Je marchais avec 2 cannes, je ne pouvais pas marcher autrement. Parce qu'il fallait que je marche. Et je me suis arrêté naturellement pour regarder ces photos. Et le monsieur qui était là, il ne m'avait pas vu, il était avec sa femme à côté. Oh, il dit, ça c'est encore de la propagande. Quand j'ai entendu ça, j'avais avec beaucoup de délicatesse, j'avais une canne qui était à l'époque, vous savez qu'il y a une courbe, j'ai attrapé le monsieur par le bras, j'ai donné un coup sec. Il m'a dit, qui c'est qui se permet? Il m'a regardé. Excusez-moi. Il est parti. Ce qu'il voyait en photo, il le voyait devant vous. Il s'est excusé. Il avait le droit de ne pas le croire. On peut ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. C'est pour ça, comme j'expliquais tout à l'heure au jeune homme, j'ai peur des historiens, moi, qui ne racontent pas les choses telles qu'elles devraient être. La vérité. Il ne faut pas l'enjoliver. La vérité est vraie. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses que j'ai occultées de ne pas vous raconter. On ne peut pas tout raconter. Beaucoup de choses qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Il y a une dame qui a demandé à ma mère pourquoi nous sommes tus pendant 40 ans. Parce que nous faisons maintenant des témoignages depuis 10-15 ans à peu près. Avant, personne ne témoignait. D'abord, pour plusieurs raisons. Tout le monde voulait refaire sa vie. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, je voulais, et puis il fallait que je gagne ma vie. Personne me... Mais il y a une dame dont le fils n'est pas rentré. Il est mort en déportation. Elle demande à ma mère, pourquoi votre fils est rentré et pas le mien? C'est qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Pourquoi votre fils n'est pas rentré? Mon fils n'est pas rentré. Elle n'a rien répondu. J'ai pris une vie normale, voilà. Vous voyez. Et j'ai la chance d'être là 64 ans après, de pouvoir, 60 ans après, de pouvoir témoigner. Et en présence de mon épouse qui est là avec moi, qui me regarde. Pour moi, c'est la bonne heure. Et vous avez, en rentrant, vous avez su rapidement le sort qu'avait subi votre père? Non. Non. Je le sais depuis 1 an seulement. Ah bon? Par le CDJC. Et alors, quel a été le parcours de votre père? Ma réaction? Non, son parcours. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous 3 avez jours, été... il a survécu. Il a été déporté à Auschwitz? Oui, 3 jours, il a survécu. Pas par le premier convoi numéro 1. Et je vous dire, ça a été pour moi une consolation quand j'ai appris qu'il a survécu 3 jours seulement. Parce qu'il a été immatriculé, il a fait partie... Et à l'époque, il était une condamnité, c'était au début. Pourquoi? Je vous dirais, au moins, il n'a pas souffert. Il n'aurait pas survécu. Il n'avait pas la force physique, il n'avait pas la force morale, il n'avait pas la force santé. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas survivre. Il était trop peureux, quoi. C'était sa nature. Et au moins, il n'a pas souffert. C'était pour moi un soulagement de l'apprendre. Le soulagement de son père, c'est la mort de son père. Mais là, ça a été un soulagement d'avoir qu'il n'a pas survécu. Il ne pouvait pas. Bon, il n'a pas souffert au moins. Mais lui, au moins, il a eu une joie. Il a cru que j'ai été libéré. Il a cru. Il a emporté ça dans l'autre monde. Si un autre monde il y a. J'en doute. Ma femme, non. Elle a un autre pas. Je parle beaucoup de ma femme. Vous avez raison. Elle a doute pas qu'il y a un autre monde. Donc vous témoignez depuis peu de temps? Quinzaine d'années à peu près. Quinzaine d'années. De moins en moins, j'ai été très gravement malade. Très très gravement malade. J'ai d'ailleurs ressuscité aussi il y a 1 an. Je peux dire ressuscité. Alors j'ai plus la force de le faire. Aujourd'hui, j'ai pas voulu refuser parce que c'est tellement important
de pérenniser le... Mais j'évite un petit peu, maintenant, j'évite un petit peu les collèges, surtout les collèges, à cause des désagréments que nous avons avec une catégorie d'enfants qui sont poussés par leurs parents, vous voyez ce que je veux dire, surtout dans le 93. Alors j'ai pas besoin de créer des problèmes, je veux pas m'en créer, alors j'évite un petit peu le... Je n'ai plus la force de le faire non plus. Il y en a beaucoup qui vont à Auschwitz comme accompagnateurs. Moi, je ne peux pas le faire, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la volonté, je n'ai pas. C'est la force. J'ai connu ça à mon activité, ça me suffit largement pour moi. Par contre, ma femme y a été, mon fils y a été. Pour eux, c'est normal qu'ils y aillent. Voilà. Votre fils, donc, connaît votre histoire depuis... Oh là là, c'est lui qui la connaît. C'est lui qui la connaît. Et je lui parlais pour beaucoup de choses. J'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas. Mais il enregistrait tout. Il enregistrait tout. Il a eu l'occasion un jour de me faire mon éloge en public. Bon, j'étais gêné. J'aime pas bien qu'on fasse mon éloge. Et mon père croyait que quand il me parlait que je ne l'écoutais pas. Mais j'ai tout enregistré. J'ai tout de mon enfance qu'il connaît. Tout. C'est vrai, hein? Il a tout enregistré. Même aujourd'hui, il sait que je suis là. Il sait que je suis venu ici. Marc, il a une profession qu'on enregistre un peu. Moi, j'ai du mal à enregistrer, moi. Pas le même âge. Est-ce que vous voulez montrer votre photo Vous pouvez montrer ma photo. Je vous laisse. Faut que je vous laisse le... Si vous voulez montrer à la caméra et nous expliquer quand est-ce qu'elle a été prise. Là, j'étais dans l'île de Maeno, à côté de Constance. Là, j'avais déjà... Vous voyez bien? Je vais y aller voir. On va zoomer dessus. Oui. J'avais grossi de 10 kilos déjà. Cette photo a été prise où et quand? À Maeno, 8-15 jours avant que je sois rapatrié. Elle est prise en mai 45. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? On s'arrête. Oh, je crois que j'en ai assez dit, je crois. D'accord. Je vous remercie. J'en ai assez dit. Je vous le laisse. Si vous voulez, si j'y pense, je peux? Oui, j'avais oublié de vous dire, c'était dans le petit camp de Buchenwald. Nous étions un jour dans une baraque où il n'y avait pas de toit. Il n'y avait que des murs, mais pas de toit. Et c'était le mois de février 1945. Il faisait 15, 20, 25 degrés, je ne sais pas combien, en dessous zéro. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Nous nous agglutinions dans un coin, les uns contre les autres. C'est-à-dire, le plus difficile, c'était le dernier, parce qu'il avait ou le dos, ou le tronc. Mais au fur et à mesure, et on avait, ça pendant plusieurs jours, debout, serrés les uns contre les autres, à ne pas bouger. Et quand l'ordre est venu de se disperser, nous sommes tous dispersés, nous sommes tous sortis. Tous les morts tombaient. Parce que morts, ils restaient. Même morts, et tous tombaient. C'est vrai, j'avais oublié ça. Vous étiez parqués là, par les Allemands, en fait. On n'avait pas froid. On n'avait pas froid. On se serrait les uns contre les autres, dans un angle, vous comprenez, il n'y avait pas de toit. Je crois que j'en ai dit une bonne partie, je crois.